Bonjour à vous tous, j'ai pour commencer beaucoup de difficultés à réaliser mes vidéos, j'ai plus vraiment d'internet et il m'est de plus en plus difficile d'avoir accès à la connexion. Par ailleurs, je ne peux pas dépasser les 15 minutes. Enfin, je ne suis plus en mesure de lire aucun de vos commentaires, mon YouTube n'est plus reconnaissable. Euh, Par conséquent, je vais vous raconter mon histoire de vie et juste avant de commencer, je tiens à vous préciser ici et à vous rappeler que malgré le fait que je me sois présenté sous les titres du Grand Monarque, de Maitreya, du Mahdi, de Machiar et autres, euh, en fait, dans aucune de mes capsules, j'ai dit je suis le Grand Monarque, ou je suis le Mahdi. Donc je vous invite à bien écouter mes capsules et par ailleurs, dans aucun de mes commentaires, j'ai dit je suis le Grand Monarque. Et vous ne m'entendrez que très rarement, voire pas du tout le dire. Pourquoi? Parce que je n'aime pas porter des titres. Je n'aime pas porter d'étiquette. Dans ma première capsule, j'ai bien précisé je suis ce que je suis. Euh, je n'ai pas mentionné autre chose. Donc c'était une précision que je tenais à apporter avant de commencer. Je suis né le 19 avril 1970, le jour de la Pâque. Enfant, pour moi, c'était important. J'étais proche du Christ et pour moi, être né le jour de la Pâque, c'était un signe évident de quelque chose d'important. J'en ai parlé un petit peu enfant autour de moi, mais vu que j'avais l'air d'un abruti, évidemment, j'ai arrêté d'en parler et avec le temps, j'ai dit qu'une cloche était née. C'était plus drôle. Je suis né dans un contexte de prolétaire en Haute-Savoie, dans les HLM. Mon père avait pris 10 ans de prison avec sursis, donc c'était un homme qui était relativement dur. Et ma mère, lorsqu'il l'a connue, était une jeune femme tout à fait adorable et délicieuse. À 16 ans, malgré tout, elle pensait qu'en embrassant un garçon, elle pouvait tomber enceinte. Donc cela vous démontre que nous sommes bien évidemment dans une société qui cultive la pauvreté d'esprit et la pauvreté spirituelle. Donc mon premier traumatisme, si vous voulez, a eu lieu à 3 ans et demi, lorsque ma mère a envoyé mon frère chercher du lait avec 5 francs. Mon frère qui était âgé de 6 ans et demi, et mon frère m'a demandé si je voulais des bonbons. Moi j'ai dit oui, évidemment. Pour moi, la monnaie, je ne sais même pas ce que c'était. Parfois, nous allions à la caisse d'épicerie, la madame était gentille, elle nous donnait en plus de l'argent, en plus des commissions. C'est tout ce que je pensais dans mon esprit, que j'avais compris. Quand nous sommes revenus à la maison, que la plupart des bonbons avaient été mangés, ma mère était folle de rage. Et lorsque mon père est rentré, mon père a battu mon frère. Il l'a giflé à quelques reprises. Et quand mon frère était le chouchou de ma mère, et quand ma mère a vu qu'il était battu, elle m'a pointé du doigt en disant que j'étais aussi son complice. Et là, mon père s'est rué sur moi, m'a pris de force sur ses genoux, a baissé mon pantalon et a frappé violemment pendant plusieurs, plusieurs dizaines de secondes. Je me suis retourné en comprenant pas ce qui se passait. Et ce jour-là, je peux vous dire que non seulement je me suis senti humilié, violé dans ma pudeur, dans mon intimité, mais ce jour-là, la rage, la haine et la colère sont rentrées dans mon cœur, ainsi que les sentiments que nous connaissons souvent, sentiquement, hein, malheureusement nous le vivons pareil, c'est la trahison. Donc j'ai réalisé ce jour-là que mes parents pouvaient me battre n'importe quand. J'ai pas pu m'asseoir pendant plusieurs jours. Et pour vous dire que quelques jours après, ça m'a tellement marqué que j'étais avec une voiture à pédales et mon père m'espionnait sur le balcon de l'HLM. Et il y avait une flaque d'eau, il m'avait interdit de rouler avec dessus, mais moi j'avais vraiment envie de rouler. Puis quand on interdit, hein, c'est psychologique, on invite à. Hein, c'est comme pour cette raison qu'on mange des patates en France d'ailleurs. Hein, les Français ne voulaient pas de patates, le roi a mis des gardes et a dit aux gardes, faites en sorte qu'ils n'aient pas accès, que normalement laissez-les passer quoi, en étant en garde toujours. Et les gardes ont laissé passer les Français et finalement on mange des patates. Donc l'interdit c'est ça. Puis j'ai roulé dans la flaque d'eau, mais mon père m'espionnait. Je le voyais plus au balcon, mais il m'espionnait. Pourquoi? Parce que mon père aimait prendre les gens à défaut. C'est la fragilité de certains d'entre nous qui manquent de confiance en eux et qui vont tout faire pour écraser les autres, pour se rehausser. Là mon père s'est mis à crier assez fortement en disant tu vas vite rentrer ta voiture à pédale et tu rentres tout de suite. Et j'ai eu tellement peur après avoir rentré ma voiture à pédale de me faire frapper comme j'ai été frappé, que je me suis endormi sur le paillasson devant la porte. Et c'est la voisine, ce jour-là, qui a frappé à la porte de mes parents pour leur dire que leur fils s'était endormi sur le paillasson, parce que j'avais peur de rentrer. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu comment ma vie a commencé. Et ça a été mon premier gros traumatisme. À 7 ans, j'ai réalisé que mes parents
ne nous aimaient pas de l'amour de Dieu en tout cas. Et j'étais vraiment pas heureux d'avoir des parents comme eux. Et j'ai pris ma valise, 7 ans et demi, et j'ai voulu partir avec ma valise. Et j'ai expliqué à mes parents que je n'étais pas heureux, qu'ils n'étaient pas gentils, et que c'était... Bref. Et là, mon père a ri à gorge déployée. Il a dit eh ben, t'as qu'à t'en aller, j'étais pas content. Et ma mère était un peu, savait pas trop comment réagir, puisqu'elle était un peu dans l'ombre de mon père, il était très contrôlant. Et là, eh bien, je suis parti avec ma valise, hein, et j'ai fait quoi, 1 kilomètre. Après 1 kilomètre, je ne sais plus trop aller, je suis revenu. Et quand je suis revenu, bien, mon père était riait à gorge déployée. Je t'avais dit qu'il reviendrait. Donc mon cœur vraiment a été brisé à moult reprises, enfin. Ça a été très difficile à vivre, je vous dirais, parce que vous marchez tout le temps sur des œufs, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez prendre votre prochaine raclée. Mon père, devant faire 10 ans de prison, il a été gracié par Pompidou quelques années plus tard. Il a dû quitter l'Auvergne, sa région natale, et puis quitter son réseau euh, de bandits, entre guillemets. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, de repartir un petit peu à zéro. Donc j'ai eu une enfance très, très difficile. À l'âge de... Quand j'étais tout petit, j'avais 7 ans. J'avais moins de 7 ans, j'avais 5 ans, j'étais en mesure de voir des silhouettes dans ma chambre. Au travers des volets de la fenêtre, il y avait la lune parfois, alors, qui passait, le rayon. Et je pouvais aisément voir des silhouettes autour de mon lit, une multitude, des personnes grosses, minces, grandes, petites, qui attendaient un billet qui n'arrivera jamais finalement, la tête basse. Et j'en ai parlé à mes parents que je les voyais et tout. Non. J'ai même été appelé vers 6 ans au milieu de la forêt. On habitait proche de la forêt, il y avait un croisement. Et vers 5 ans, je suis sorti en passant par les volets. Et je voulais aller dans la forêt, j'étais appelé. Et ma mère, elle est venue ce jour-là me demander ce que je faisais. Et je suis rentré. Donc je voyais des choses. Et ma mère, finalement, bon, bah, fait en sorte que j'hallucinais et tout. Et avec le temps, tout ça s'est passé. À l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier anniversaire fêté avec des amis. C'est le seul d'ailleurs, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vous raconte tout ça et je ne suis pas à plaindre. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour avoir la pitié des gens. La compassion me suffit, c'est ce qui fait toute la différence. Donc ça a été une enfance très difficile, je vous dirais. Quand, le fait que j'ai été battu sur la sphère ésotérique, comme je vous le disais, les énergies de la haine et de la colère sont entrées dans mon cœur. Et ma première journée de maternelle, alors que j'avais à peine 5 ans, 4-5 ans, je suis rentré dans l'école, la maîtresse nous comptait du plus grand au plus petit, et j'avais un petit nounours avec moi pour me rassurer. Et les deux plus grands de l'école du village, puisqu'on était mélangés entre CM2 et maternelle, et ils se sont moqués de moi. Et j'ai posé mon nounours sur le banc, devant la maîtresse, je suis allé jusqu'à côté d'elle, voir le plus grand qui était devant elle, et je l'ai cogné. Je lui ai mis un coup de poing dans le ventre. Donc la maîtresse, je suis devenu son chouchou parce qu'elle a vu que j'avais un problème d'attitude et de comportement. Je répétais finalement ce qui se passait à la maison. Et ce qui s'est passé en moi, c'est que non seulement je me battais, hein, j'étais devenu violent et agressif, donc je répondais à ce que, hein, je répétais ce que mes parents me faisaient vivre d'une certaine façon. Et quand la maîtresse ou quelqu'un me posait une question, j'étais tellement brisé intérieurement, donc agité intérieurement, que j'arrivais pas à me concentrer. Donc quand la maîtresse me parlait et m'expliquait un problème, je me disais dans ma tête, j'y arriverai pas, ça va être compliqué. Donc pendant que je me parlais et qu'elle me parlait, je l'écoutais pas, et forcément j'avais des difficultés scolaires. C'est un petit peu le cas de bon nombre d'entre nous qui ont vécu de la trahison, du sentiment d'abandon ou de violence. Et bon nombre d'entre nous vont être comme ça, tellement agités intérieurement qu'ils ont un problème de consommation, de concentration, et qu'avec le temps, ils vont effectivement développer des dépendances. Donc ça a été une enfance, comme je vous dis, extrêmement difficile. À l'âge de 16 ans, j'ai pu aller au pensionnat, c'était formidable. Donc j'étais loin de mes parents, ça m'a aidé beaucoup. Et puis j'ai dû faire l'armée obligatoire, hein, j'avais pas vraiment le choix. Donc quand je suis rentré dans l'armée, j'ai été réformé suite à une bagarre. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans mon enfance, et ça va faire rire les Maghrébins, surtout pour la personne que je suis, j'étais discriminatoire, c'est-à-dire que je n'appréciais pas, disons, les Maghrébins quand j'étais plus jeune. J'ai vécu ce qu'on peut appeler de la discrimination aussi envers les Blancs, parce qu'elle ne va pas seulement envers les Maghrébins, la discrimination, elle va aussi vers les Blancs. Et j'ai vécu moi-même de la discrimination par des Maghrébins qui souffraient de ghettoisation, tout simplement. Et j'ai vécu du harcèlement. Et je suis devenu, entre guillemets, raciste, bien que je n'aime pas le terme, donc discriminatoire.
Et je me suis retrouvé dans un collège à 15 ans. Je ne sais pas pourquoi on m'a changé de collège. Normalement, j'aurais pas dû. Probablement parce que les parents de la ville de Thonon-les-Bains ne voulaient pas que leurs enfants aillent dans ce nouveau collège qui venait de se construire à côté d'une cité. Je puis vous dire, ça va peut-être vous paraître gros, mais c'est pourtant bien la vérité. Et des gens pourraient témoigner de cela puisque je n'étais pas le seul à l'avoir vu. J'ai vu le directeur de mon école se faire battre par un type de la cité dans la cour. Les surveillants ne bougeaient pas. J'ai souvent vu des Maghrébins autour de 5-6 Maghrébins autour de la cité, autour d'un Français pour lui foutre une raclée. Donc j'ai grandi là-dedans, si vous voulez, il fallait que je me défende. J'ai eu des amis à moi, parce qu'ils se ressemblent, ça semble, des gars qui n'avaient pas peur de frapper, qui se sont fait virer de l'école parce qu'ils avaient un point américain dans le sac ou parce qu'ils avaient un câble électrique. Euh, j'ai vu un élève faire ça à un professeur en sortant de la classe, donc aussi là maghrébin. Donc ça donnait une image des maghrébins qui était vraiment pas belle. En fait, ça se comprend très bien quand vous ghettoisez des gens, que vous leur empêchez de s'intégrer. En plus, c'est la France qui les a fait venir, ce qui est encore plus dégueulasse. Bah, c'est sûr que ils souffrent d'une victimisation, ces gens-là, et ils sont plus, disons, solidaires que les Français. Donc finalement, ça a été une enfance très difficile, et par synchronicité à l'armée, bah, j'ai été réformé suite à une bagarre. En sortant dans un bar, drôle de synchronicité, c'était encore tombé sur des Maghrébins, je voulais plus me battre. J'ai été chercher, et puis là, bah, j'ai 5-6 Maghrébins qui me sont tombés dessus, je me suis pris une raclée, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, j'ai eu une prothèse, on m'a enlevé une partie du crâne, j'ai eu des fractures, et puis c'était une tumeur. Donc j'ai été réformé, et puis on m'a mis une prothèse fronto-pariétale droit. Avec des grosses complications. Je bégayais, j'avais du mal à marcher. Mes parents pensaient que j'allais mourir. Finalement, vu que j'étais un grand sportif, que j'ai joué au rugby pendant 14 ans, ça m'a permis de me remettre en forme. Mais je peux vous dire que mes amis de l'époque qui me promenaient en me tenant par le bras parce que j'avais des pertes d'équilibre, ça a été très difficile aussi pour eux. Donc, je vous dirais pour le moment, donc jusqu'à l'armée, c'est ce que j'ai vécu. Ensuite, je suis devenu un peu voleur, voyou. J'ai fait des petites conneries à droite et à gauche. J'ai besoin de faire un peu d'argent. Et puis, j'ai rencontré un type qui était parti au Québec. Et là, j'ai décidé de partir au Québec. Je trouvais ça m'attirait beaucoup. Un pote que j'ai pris en stop avec qui j'avais joué au rugby à Cadelmas. Et je suis décidé de partir. J'en ai plein le cul de vivre en France. Plein de cul de vivre dans la Babylone aussi. Je n'étais pas fait pour faire la pute du lundi au vendredi, puis à me réveiller avec un réveil. Donc voilà, je suis parti et j'ai eu la piqûre. Quand je suis revenu de mon voyage, quand je suis parti, je connaissais personne. J'ai dormi chez l'habitant pendant 2 mois. J'étais complètement libre, aucun compte à rendre à personne. C'était formidable. Quand je suis revenu dans la Babylone, c'était la mort. Je n'étais plus capable de fonctionner dans une matrice comme la nôtre. Quand je suis revenu en France, j'étais plutôt malheureux. Et donc je suis reparti pour m'installer ici. Je vais terminer là-dessus cette première capsule. En gros, je vous ai un petit peu résumé. Je ne suis pas rentré dans les détails. C'est pas vraiment important pour le moment. Et puis, pour la prochaine capsule, eh bien, je vous raconterai ma première élimination, parce que je fais un baccalauréat en travail social, j'ai fait une réorientation, j'étais aussi d'un bac technologique en France, d'un brevet de technicien supérieur en technico-commercial. Et puis, pour moi, le travail social, c'était merveilleux, donc je ne regrette pas du tout mon choix de réorientation. Et je vous dirais que dans ma conscience, Dieu, pour moi, c'était un barbu dans les nuages. Christ, je ne savais pas s'il était là ou non. S'il avait existé, je savais que ce qui avait été écrit dans la Bible, j'en avais entendu parler, ça avait quand même encore une résonance aujourd'hui, donc je trouvais ça quand même particulier. Donc c'était ma perception, si vous voulez, de l'époque et mon degré de conscience. Donc pour la prochaine capsule, eh bien, je vous raconterai ma première illumination. Il est vrai que je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai ma propriété, ma maison, donc j'ai eu tout ce que la Babylone nous offre comme rêve pour être heureux. Malheureusement, ce n'était pas la quête et le bonheur. Donc je vous embrasse, je vous fais un bisou. Désolé pour le fait que la vidéo soit plutôt courte. Et puis je trouve ça difficile de parler de ma vie privée, je préfère parler de Dieu, c'est pas plus intéressant. Je vous aime, je vous embrasse, et puis prochaine vidéo, je commencerai par ma première illumination. Bonne journée, au plaisir.